Bon, bah, écoutez, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à ceux qui sont venus en présentiel, à ceux également qui sont à distance en visioconférence. Merci pour votre présence et pour cette deuxième conférence sur l'énergie organisée par le Cercle franco-allemand de Sciences Po Alumni. Alors, pour commencer, je voudrais juste vous citer un petit événement qui a eu lieu hier. Je ne sais pas si vous avez assisté à la discussion qui est assez surréaliste entre François-Xavier Bellamy et le chancelier Olaf Scholz, avec François-Xavier Bellamy qui dit « Les divergences entre nos deux pays deviennent souvent inquiétantes. Votre coalition finit par mettre l'Europe en danger. Vous parlez de solidarité, mais quand vous fermez en pleine crise de l'énergie votre dernière centrale nucléaire, c'est dans tous nos pays que les factures s'alourdissent. Vos élus font tout ici pour asphyxier cette filière au nom de l'écologie, paraît-il, mais vos ministres... Mais vos ministres agrandissent les mines de charbon et c'est toute l'Europe qui pollue. Et donc, vous voyez qu'on est bien au cœur d'un sujet brûlant sur la divergence énergétique entre la France et l'Allemagne. Et donc, nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui M. Étienne Becker, Mme Muriel Gagnebin et M. Jan-Horst Kepler pour nos trois experts pour cet échange qui, plus que jamais, vous voyez, est au cœur de l'actualité sur une conférence qui s'appelle « Regards croisés sur les stratégies climatiques des deux côtés du Rhin face au double défi du climat et de la sécurité des approvisionnements ». Voilà, donc nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui. Le Cercle franco-allemand de Sciences Po Alumni et le groupe Énergie, Infrastructure et Mobilité de Sciences Po Alumni sont heureux de vous accueillir à cette conférence qui, je l'espère, nous permettra de mieux comprendre les enjeux d'actualité et de voir comment les deux pays se sont adaptés à la crise énergétique de 2022. Je vous remercie vivement déjà pour cette intervention et je voudrais également remercier très chaleureusement Eric Kusavski, qui est l'architecte et l'organisation de cette série de conférences et notre grand organisateur, et je lui cède la parole. Merci beaucoup. Bonsoir, willkommen. Bienvenue à tous. C'est effectivement une coproduction entre le Cercle franco-allemand et le groupe professionnel Énergie, Infrastructure et Mobilité. Comme l'a dit Denis, c'est au cœur de l'actualité. C'est pour ça qu'on a eu à cœur avec Eric de monter cette conférence qui est la deuxième de la série sur le Energy 22. Et nous sommes très heureux d'avoir trois panélistes de choix qui vont nous éclairer sur à la fois la situation présente et puis aussi nous donner peut-être une perspective plus longue sur d'où nous venons et où nous pouvons aller. Donc, sans plus avant, je leur laisse la parole et avec Eric pour commencer, qui va les introduire. Donc, honneur aux dames. Merci Muriel. Donc, Muriel Gagnebin, vous êtes chef de projet au sein d'Agora Energy 22. Vous vous occupez des questions clés autour de la politique énergétique française et de la coopération franco-allemande sur l'énergie dans le contexte européen. Donc, vous allez commencer cette première conférence et vous allez nous apporter des éléments de réponse, faire un état des lieux, nous donner des enseignements quant à la comparaison des réponses françaises et allemandes à la crise d'approvisionnement en énergie fossile et à la hausse des prix associés en 2022. Vous nous allez aussi nous parler de la coopération européenne et franco-allemande, des énergies renouvelables et comment a-t-on pu aussi sortir de la dépendance du gaz russe. Donc, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, merci pour l'introduction. J'espère que tout le monde m'entend aussi en ligne. Alors évidemment, on a un temps imparti relativement court, donc je vais devoir faire un topo relativement high level, on va dire, de tout ce qui a été mentionné à l'instant. Comme vous le savez tous, hein, on sort, ou en tout cas on est encore en plein milieu en fait, d'une crise énergétique qui a démarré déjà en 2021. Contrairement à ce qu'on raconte souvent, ça n'a pas démarré en 2022 avec la guerre russe contre l'Ukraine. On avait déjà en fait, des signaux de hausse des prix du gaz à venir à partir de l'été 2021. Et cette crise, en fait, elle est devenue multi-énergie dans le courant de l'année passée. On a eu donc une crise non seulement sur l'approvisionnement en gaz et les prix du gaz qui ont explosé, la production d'électricité pour différentes raisons, mais en partie aussi la hausse du gaz se répercute sur le prix de l'électricité. Aussi, ouais.
Est-ce que vous pouvez tous, s'il vous plaît, couper vos micros pour les personnes qui sont en ligne? Merci. Je ne sais plus où j'en étais. Ah oui, et donc le pétrole aussi, évidemment, les cours sont montés, la production, évidemment, elle dépend aussi de décisions géopolitiques. Et donc, ça a été décidé aussi par les producteurs de pétrole. De nombreux prix, donc tous les prix des énergies, en fait, ont fini par exploser. Les pays sont touchés, donc en fait, très différemment sur ces sujets. Alors pour le pétrole, c'est relativement simple, on est tous touchés parce que notre système de transport est très basé finalement sur le pétrole, on n'a pas trop le choix, donc si les prix montent, tous les pays sont touchés. Sur le gaz, sur l'électricité, les États étaient quand même relativement différemment dépendants. Donc l'Allemagne, par exemple, a été pris beaucoup en exemple, dépendait à 55% à peu près de la Russie pour son approvisionnement en gaz. Donc évidemment, quand la Russie déclare la guerre et on prend des décisions géopolitiques, ça pose problème plus rapidement dans ces pays-là que peut-être les pays plus à l'ouest qui avaient davantage accès, par exemple, au gaz naturel liquéfié, avec davantage de ports d'importation et qui donc pouvaient ou dépendaient de base quand même moins de l'approvisionnement russe. Et la France en fait partie aussi, c'était de l'ordre de 20-25%. Donc, dans ce contexte-là, l'Allemagne, par exemple, et l'Italie a été beaucoup touchée également parce qu'environ 40% de sa production électrique était basée sur le gaz, par exemple. Donc, en fait, elle a été touchée sur son secteur gaz, sur son secteur électrique également. Et des pays comme la Hongrie, par exemple, dépendaient quasi exclusivement de la Russie sur son importation de gaz. Donc, forcément, en fonction des États membres, l'impact de la guerre, mais aussi de la hausse des prix du gaz, a été quand même très variable. On sait sur le secteur électrique, donc il y a eu une hausse des prix exceptionnelle aussi, donc en Espagne, en Italie par exemple, qui dépendaient beaucoup du gaz pour la production électrique, mais aussi en France pour en fait d'autres raisons qui n'avaient rien à voir avec tout ça, mais qui étaient liées en fait à un historique de maintenance sur les centrales nucléaires et qui date déjà de la période de la pandémie en fait. Tout un programme de maintenance a été repoussé. Et derrière, on a eu cette crise-là. Et donc, en fait, on avait la moitié du parc qui était à l'arrêt sur quasi toute l'année 2022, évidemment. Ça pose un problème sur l'approvisionnement en électricité pour la France. Et la France étant quand même assez centrale en termes géographiques dans l'Europe et que tous les États étant interconnectés les uns avec les autres, si un pays au milieu a des difficultés à s'approvisionner, il peut importer son électricité, mais ça fait monter les prix un peu partout aussi, évidemment. Donc, il y a eu tout un enjeu sur en fait, l'impact de la hausse des prix. La réponse, en fait, elle a été assez parallèle et assez similaire entre la France et l'Allemagne et de nombreux pays, finalement, en fait. Il s'agissait essentiellement de couvrir l'impact financier pour les ménages et pour les industriels. Il y a eu le chèque énergie en France, il y a eu de nombreuses mesures, justement, pour des aides pour les familles avec des enfants en Allemagne, par exemple. Le bouclier tarifaire, évidemment, sur le pétrole, mais aussi sur le gaz et l'électricité, ça a été mis en place au fur et à mesure de l'année quand on a vu que, finalement, les prix n'allaient pas baisser si rapidement. Dans l'ensemble, donc la France et l'Allemagne ont mis sur la table plus de 100 milliards d'euros chacun pour couvrir en fait l'ensemble de cette hausse des prix. Et pour mettre dans le contexte 100 milliards d'euros, en fait, c'est quand même beaucoup d'argent, mine de rien, parce qu'il y a un institut à Paris donc, qui analyse chaque année l'écart d'investissement pour atteindre les objectifs que la France s'est fixés, par exemple. Et donc, elle estime, il me semble qu'on est de l'ordre de 15 à 20 milliards d'euros par an manquants pour que les mesures soient mises en œuvre comme elles le devraient. Donc 15-20 milliards par an, ça voudrait dire en 5 ans, grosso modo 100 milliards. Donc en fait, on a dépensé pour couvrir en fait la hausse des prix, ce qui ne résout rien à long terme. En gros, c'est vraiment en fait un pansement à très court terme. Ça ne résout rien sur l'année 2023. C'était vraiment juste en fait quasi sur cette année, enfin l'année passée. Et puis donc ça court encore sur le courant de l'année sur certaines mesures, mais ça vient en soi rien résoudre du tout. Et on a dépensé quand même beaucoup d'argent collectivement, que ce soit en France, en Allemagne, mais aussi au niveau Europe finalement, pour venir compenser la hausse des prix. Il y a eu en parallèle, au niveau européen, donc de nombreuses initiatives qui ont été, on peut le dire, je pense, vu qu'il y a 27 États membres qui coordonnent ces efforts-là, qui doivent les voter collectivement, donc notamment sur les sanctions vis-à-vis de la Russie, mais aussi pour collectiviser, on va dire, l'achat de l'approvisionnement en gaz, pour collectivement mettre en œuvre des objectifs de remplissage des stockages de gaz, par exemple, parce que c'est essentiel pour passer l'hiver. Le système, finalement, la consommation de gaz, comme elle est très liée au chauffage, elle augmente l'hiver, elle se réduit l'été, et automatiquement, donc on sort toujours de l'hiver avec un niveau de stockage plus faible qu'il s'agit de remplir pendant l'été pour arriver avant l'hiver à un niveau de stockage de 80 à 90% au minimum pour être sûr de passer l'hiver sereinement. Et donc,
au départ, on arrivait déjà avec une situation un peu compliquée à la fin de 2022 parce que les stockages étaient faibles à la fin de l'année, en tout cas avant l'hiver de 2021. Et donc, du coup, la question s'est posée, évidemment, il faut remplir les stockages le plus rapidement possible pour être sûr de passer au moins l'hiver en partant du principe que l'approvisionnement russe va se tarir à un moment ou à un autre. Et donc, évidemment, en début d'année, on ne savait pas exactement quand. Finalement, ça s'est fait dans le courant du mois d'août, septembre, où finalement, Nord Stream 1 s'est arrêté, Nord Stream 2 n'a pas été lancé. Et en fait, la quasi-totalité de l'approvisionnement provenant de Russie s'est arrêtée à ce moment-là. On a toujours, je crois, 10% qui nous parvient à ce stade encore. Ça pose encore des problèmes, évidemment, ou des questions d'un point de vue diplomatie. Mais dans tous les cas, on ne pouvait plus compter sur le gaz russe pour nous aider. Par contre, c'est ce qui nous a fait passer l'hiver cette année, en tout cas l'hiver passé. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé donc du coup depuis? La tension s'est quand même bien relâchée. Je pense que les gouvernements se sont détendus et c'est vrai qu'on est passé par une phase quand même en hiver qui était très critique en fait. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc les personnes, les experts qui travaillent sur les sujets d'approvisionnement en électricité ou en gaz avaient quand même bien sonné la sonnette d'alarme, notamment en France. Donc du coup, c'est RTE qui s'occupe en fait d'analyse toujours pour comment passer l'hiver, par exemple, qui du coup cette année a fait des études mensuelles pour analyser la situation, voir si on a des risques de coupure de courant, des choses comme ça. Alors, il y a toujours des solutions pour éviter la coupure de courant, mais on est passé par une phase quand même un peu difficile. Et concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'on observe en fait quand même, l'année passée, ça a permis, en tout cas cette crise, la communication qu'il y a eu autour, a permis en fait aux citoyens de prendre conscience de certaines choses. Alors, la hausse des prix, évidemment, a joué, mais notamment, il y a eu quand même un aspect un peu volontariste aussi des citoyens de réduire leur consommation de gaz, notamment pour le chauffage. On a vu une baisse aussi de la production industrielle. Alors, les données ne sont pas encore tout à fait fiables. C'est un peu difficile de être potentiellement pas de l'ordre de 70% l'année passée et on produit aujourd'hui de l'ammoniac à base de gaz fossile. Et la question se pose de est-ce que ces capacités de production vont être relancées? Donc, est-ce que c'est quelque chose qui va rester en Europe ou est-ce que finalement, on est parti sur de l'importation parce que c'est moins coûteux que d'importer du gaz et de le produire ici? Et est-ce que du coup, cette capacité de production et donc les emplois liés potentiellement seraient perdus? C'est quelque chose qui est un peu difficile à dire à ce stade, mais concrètement, il y a eu aussi une partie de la baisse de la consommation de gaz qui est liée aussi à la baisse de la production industrielle. Il faut dire les choses comme elles sont. Et évidemment, on a eu de la chance, on a eu un hiver doux, donc ça aide évidemment à réduire sa consommation. Si on avait eu un hiver froid, ça aurait eu évidemment un autre impact, et notamment en France, où on se chauffe aussi beaucoup à l'électricité. Évidemment, ça aurait été une autre histoire. Et après, une observation peut-être positive sur ce point-là, c'est que dans l'ensemble de l'Europe, quand même, les capacités nouvelles installées en énergie renouvelable, et notamment le solaire, a beaucoup augmenté l'année passée. Donc, il y a vraiment beaucoup de citoyens, notamment qui possèdent des maisons individuelles, qui sont intéressés à la question du solaire sur toit et qui se sont dit, c'est le moment ou jamais pour participer aussi peut-être pour moi et faire cet investissement-là. Donc, en fait, on observe qu'il y a quand même une augmentation importante et notamment dans certains pays, l'Espagne, l'Allemagne aussi, par exemple. Et l'Allemagne a atteint là aujourd'hui 1 gigawatt par mois installé, ce qui est beaucoup, en fait. C'est presque un doublement sur le taux d'installation. Et sachant que l'Allemagne a des objectifs extrêmement ambitieux aujourd'hui et donc veut passer à peu près 20 gigawatts installés par an. Donc aujourd'hui, passer déjà 1 gigawatt par mois, on serait à 12 gigawatts si on tient ce rythme jusqu'à la fin de l'année. C'est déjà quand même pas mal parce que les 20 gigawatts, on veut les atteindre d'ici 2025, par exemple. Donc ce serait envisageable si on part du principe qu'on a accès aux matériaux, que tout se fait proprement et qu'on n'a pas une nouvelle pandémie qui pointe le nez l'année prochaine. Bon. J'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, mais ce qui est intéressant dans toute cette histoire, c'est que l'année passée, il y a eu quand même une situation extrême où tout le monde a réalisé que en fait, tout le monde doit coopérer. Donc, au niveau européen, je le disais tout à l'heure déjà, c'est quand même assez exceptionnel que tant de mesures aient été prises de manière si rapide entre 27 États membres déjà. C'est souvent assez compliqué, ça demande des discussions sur plusieurs mois. Et là, en l'espace de quelques semaines, quand même, de nombreuses mesures ont été prises en faveur justement de l'Europe contre la Russie, par exemple aussi, et aussi en faveur justement des citoyens et des industriels européens. Et la France et l'Allemagne, justement, a aussi, dans le courant de l'été, fait un espèce de deal. En gros, l'Allemagne avait besoin de gaz, la France avait besoin de plus d'électricité. Et donc, le deal était, l'Allemagne maintient
un peu plus longtemps ses centrales nucléaires dans son système, qu'elle devait en principe sortir de son système en fin d'année dernière. Et la France, contrairement, donc en échange, essaierait de livrer davantage de gaz qu'elle a en gros, qu'elle s'apprévisionne du côté ouest pour livrer ça à l'Allemagne plutôt, donc qui perdait une grosse partie de son approvisionnement provenant de Russie. Donc il y a des accords de ce type-là qui ont été passés et très rapidement, et on a tendance un petit peu à l'oublier quand on parle justement et qu'on se focalise sur la question, par exemple, du nucléaire qui a été mentionné tout à l'heure. C'est un aspect de la transition énergétique, mais en fait, quand on parle de transition globalement et de décarbonation, on parle de tous les secteurs. On ne parle pas que du secteur électrique. On a tendance à vraiment focaliser le désaccord entre la France et l'Allemagne. Donc, l'Allemagne a pris une décision très claire de sortie du nucléaire, certes, et ça fait partie en fait de son ADN, de la Energiewende, de ce que c'est que la transition énergétique en Allemagne. Ça vient initialement, en fait, historiquement, de ces mouvements antinucléaires. Et c'est ça qui a initié cette transition, et notamment aussi le fait que les énergies renouvelables se déploient à ce rythme-là. Il est possible que si l'Allemagne n'avait pas décidé de sortir du nucléaire, qu'elle n'ait pas investi autant de toute façon dans les énergies renouvelables non plus. Donc, la question n'est pas vraiment de savoir est-ce que l'Allemagne aurait dû garder ses centrales nucléaires ou non. Il y a un choix qui a été fait, politique et aussi poussé par les citoyens. Maintenant, la France fait un autre choix. Mais il faut malgré tout décarboner, c'est bête à dire, hein, mais il y a tous les autres secteurs. Il y a le secteur des bâtiments, donc le chauffage. Je le disais tout à l'heure, une grosse partie dépend du gaz en France également, sinon de l'électricité, mais de manière inefficace. Donc, on a des chauffages qui consomment énormément d'électricité. Il faudrait passer à des systèmes beaucoup plus efficaces. Le transport, on dépend, près de 40%, je crois, de quasi tous les pays européens de consommation d'énergie finale, c'est du pétrole. Donc, si on veut sérieusement décarboner, il faut qu'on trouve un moyen de sortir de ce pétrole-là. Et ça vaut pour tous les pays. Et la France, l'Allemagne font tous face en fait au même problème. C'est pareil pour l'agriculture. On en a relativement peu parlé les dernières années dans les cercles aussi d'experts. Et ça commence à arriver parce que c'est une transformation qui est chargée émotionnellement, on va dire. Ça impacte toute une culture, comment on s'alimente, par exemple. Et donc, c'est des sujets qui sont extrêmement difficiles à traiter, mais il va falloir aussi décarboner d'une manière ou d'une autre notre agriculture, l'élevage, nos modes de production et donc notre façon de s'alimenter. La question aussi de comment traite-t-on justement des espaces naturels, les forêts par exemple, qu'on considérait des puits carbone donc dans le secteur. Donc c'est censé absorber les émissions, que ce soit méthane, CO2, etc. Et plus on a d'espaces naturels intacts, mieux c'est pour la biodiversité d'une part, mais aussi pour les émissions, ça permet d'extraire, on va dire, et de traiter ces émissions-là sans avoir de technologie pour faire ça. Donc, le pendant technique, c'est de dire on va faire du captage et du stockage de CO2, par exemple, donc on va injecter ça dans le sous-sol, et on espère que ça reste dans le sous-sol pour suffisamment longtemps pour que ça ne s'évapore pas dans l'air à nouveau. Donc, il faut certainement faire les deux, lequel est plus coûteux, lequel est plus facile finalement. La question, on commence à se la poser de manière en fait intersectorielle parce que la question aujourd'hui est comment atteindre la neutralité carbone en 2050, donc zéro émission nette. Et on a finalement moins de 30 ans, donc il faut traiter tous ces sujets-là. Donc entre la France et l'Allemagne, finalement, en fait, il y a plus de similitudes en ce sens-là sur les challenges à venir. En fait, il y a tous ces secteurs dont je viens de parler. Il faut du coup la solution qui est apportée par les experts. En majorité, c'est d'électrifier. Donc, en fait, essayer d'utiliser le maximum possible d'électricité directement en comparaison avec une utilisation indirecte de l'électricité qui est, par exemple, donc l'hydrogène. Étienne Becker en parlera tout à l'heure, donc je ne m'étends pas dessus. Mais en fait, c'est beaucoup plus efficace, pour dire simplement, d'utiliser l'électricité directement tant qu'on le peut et donc conserver donc, l'hydrogène qui est plus coûteux à produire parce qu'il faut convertir l'électricité si on veut que cet hydrogène soit propre et pas produit à partir de gaz. Et donc, électrifier le plus possible, ça veut dire aussi que notre consommation d'électricité va augmenter dans le futur en défaveur du coup des énergies fossiles, le gaz, le pétrole, le charbon. Et c'est là où on va. Et donc, la question, évidemment, se pose du système électrique. Donc, chaque pays est responsable aussi de s'assurer de l'adéquation entre la demande et l'offre d'électricité. Mais c'est vrai que c'est un projet commun, finalement, et il y a beaucoup de secteurs sur lesquels la France et l'Allemagne pourraient et devraient coopérer dans tous les cas, et tous les États européens, avant, finalement, de focaliser trop sur un sujet qui est très, très précis, qui est aussi de l'ordre, en fait, des choix des États, finalement, et on perd un petit peu notre temps
à discuter en fait de ce sujet-là. L'Allemagne a une position très claire, la France a une position très claire aussi. Il s'agit de clarifier ses positions et de prendre des décisions stratégiques à long terme aussi, parce que la question de faire ou non du nucléaire est une décision à long terme en fait. On ne développe pas une centrale nucléaire en 2 ans. C'est des décisions qui se prennent sur 10, 15, 20 ans. Donc, en fait, il faut les anticiper. Donc, si les décisions sont prises, il faut qu'elles soient prises maintenant et que les investissements soient rendus possibles aujourd'hui. En attendant, il y a d'autres aussi décisions à prendre. Les ENR, donc les énergies renouvelables, font partie aussi de la solution. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est assez généralement accepté aussi par le gouvernement qu'en fait, il va falloir faire les deux parce que ça a une temporalité complètement différente et que, en fait, le besoin en électricité propre, elle arrive déjà aujourd'hui. Et on ne peut pas se permettre d'attendre 2035, 2040 pour venir décarboner donc les secteurs transport, bâtiments, etc. Je vais m'arrêter là. Je ne sais pas à combien de temps je suis, mais... Merci beaucoup. Vous avez... Parfait. Donc, merci Muriel. On passera aussi tout à l'heure à la phase de questions-réponses. Voilà, donc vous serez aussi sollicité. Donc, nous accueillons maintenant Monsieur Étienne Bicker. Vous êtes économiste de l'énergie, ancien conseiller scientifique à France Stratégie et auteur de nombreuses publications sur la transition énergétique allemande et la politique énergétique européenne, ainsi que sur la réalité de l'économie de l'hydrogène. Donc, vous allez effectuer maintenant un zoom sur 2 points critiques, celui du market design ou de structure du marché électrique. Comment ce mécanisme technique peut opposer les 2 pays. Et le deuxième point, le deuxième zoom, c'est sur la stratégie hydrogène de la France et de l'Allemagne. Quelle stratégie hydrogène ces 2 pays en termes de mix énergétique, d'objectifs de décarbonation de l'industrie et des transports, de géopolitique et de sécurité d'approvisionnement. Merci. On m'entend là ou... Non, il faut que j'appuie. C'est bon? Bien, merci. Ouais, alors je ne sais pas si je vais passer les slides parce que c'est tellement compliqué que voilà, je vais parler si j'ai besoin de passer un slide, on verra. Par rapport à la crise que nous vivons, je voudrais apporter quelques compléments par rapport à ce qu'a dit Muriel Gagnemin, en particulier sur le fait que c'est une crise qui a touché le gaz, et le gaz seulement, et qui n'a touché que l'Europe. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ils continuent d'extraire le gaz de schiste et ils ont toujours du gaz pas cher. Quand vous dites on va chercher de l'ammoniac ailleurs, si on va le chercher ailleurs, c'est que le gaz n'est pas cher ailleurs. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut dire. Et ce que vous n'avez pas dit aussi, c'est qu'on a relancé du charbon pour remplacer le gaz. Et on a relancé du charbon. On a d'ailleurs pris et on a pris du gaz à des pays comme le Bangladesh et d'autres pays. C'est-à-dire que l'Europe a capté des bateaux de GNL qui étaient destinés à d'autres pays qui, eux, ont brûlé du charbon à la place parce qu'ils avaient moins de gaz. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Cette crise, elle ne nous est pas tombée dessus par hasard. Il y a 2 ans, pour France Stratégie, j'ai écrit une note sur la sécurité d'approvisionnement en Europe où on montrait qu'en fait, on déclassait des tranches pilotables, c'est-à-dire des tranches qui peuvent se substituer à des ENR intermittentes, éoliens solaires, au moment où il n'y a pas de vent et pas de soleil. On a déclassé du charbon, on a déclassé du nucléaire en Allemagne, on voulait le faire en France. Enfin, si, on a déclassé 2 tranches en France. Et tout ça a manqué cet hiver, en fait. Et on a affaibli notre système électrique, et donc on s'est exposé à des risques géopolitiques, et ces risques qu'on a bien vus. Et donc on a eu 2 crises, en fait. On a une crise latente qui existe toujours, qui est une crise de sous-capacité en Europe, c'est très grave, en fait. Donc, on peut avoir les réservoirs pleins de gaz, mais si on n'a pas les centrales pour faire tourner, pour faire brûler ce gaz et produire de l'électricité, ça ne marchera pas. Donc, on a un problème de sous-capacité qui ne se résoudra pas en 5 minutes. Et on a ce problème en plus qui s'est rajouté, donc géopolitique, de coupure des approvisionnements de gaz par la Russie. Tout ça vient, en fait, pourquoi est-ce qu'on a déclassé des
les tranches. Ça, ce n'est pas par hasard non plus. C'est-à-dire qu'on a, en fait, on hérite d'un système, d'une organisation du secteur électrique en Europe qui est construite depuis les années 90-2000, qui n'est pas fortuite non plus. Donc, au début, dans les années après la guerre, après 1945, dans le monde entier, on n'avait que des monopoles publics avec une organisation étatique de la production d'électricité. La libéralisation est arrivée avec l'Angleterre dans les années 80, avec Madame Thatcher, qui a libéralisé tout le secteur économique anglais, et en particulier le secteur électrique. Et pourquoi est-ce qu'elle a pu libéraliser le secteur électrique? C'est parce qu'on avait découvert du gaz en mer du Nord qui a pu remplacer le charbon anglais. Donc, ça a été donc les années 80 qui ont été assez violentes d'ailleurs, hein, puisque les syndicats du secteur charbonnier ont réagi vivement. Il y a eu une bagarre très forte, mais Margaret Thatcher ne l'aurait pas remporté si elle n'avait pas eu du gaz en mer du Nord. Et si elle n'avait pas eu une organisation du secteur libéral qui permettait la pénétration des centrales à gaz, qui sont des centrales avec un faible capex et des OPEX très élevés, donc qui vont bien avec le marché. L'Europe a acheté le système, on va dire ça comme ça, et on a connu une heure anglaise en Europe à partir de 1990-2000. La France a résisté, on va dire ça comme ça, et ça a fini par s'imposer. Et puis, on est parti sur le marché. Ça a fonctionné jusqu'en 2008-2009, donc crise financière. Et là, l'Europe a réagi par une relance keynésienne verte, entre guillemets, donc en lançant des investissements très importants dans les ENR et en axant sa politique énergétique sur la politique climatique. Donc là, je dirais qu'on vivait une heure allemande. Mais comme les ENR sont intermittentes et qu'il faut une énergie de bridge, enfin qui fasse le raccord, ben, cette énergie, c'était le gaz. Sauf que ce n'est plus le gaz de la mer du Nord qui s'était épuisé entre-temps, ça a été du gaz russe. Donc, on a gardé le système, mais on a rajouté des patchs pour le CO2, en partie, enfin avec un marché de CO2, et puis un tas de patchs pour forcer l'entrée des ENR qui n'étaient pas compétitives. Donc, ces ENR qui sont toujours rémunérés hors marché. C'est-à-dire qu'on a un marché très libéralisé, mais tout ce qui est renouvelable, en fait, est toujours subventionné et puis surtout soutenu par des mesures étatiques avec des prix fixes ou des prix qui sont établis avec des enchères. Mais c'est un système qui est hors marché. Donc, il y a que, en fait, le gaz, ça va bien, ça devait faire le complément, donc le marché marchait bien pour le gaz. Alors, ça, on peut dire qu'on a vécu l'heure allemande. Cette heure se termine en ce moment avec la crise qu'on vit, parce qu'on voit qu'on s'est exposé violemment au gaz et qu'on a un retour de manivelle et donc il va falloir faire quelque chose. On avait déjà eu un retour de manivelle à la crise financière précédente, parce qu'on s'est lancé de façon éperdue vers le gaz au début des années 2000. L'AIE parlait du dash for gas, et puis c'était le moment de la montée en puissance de la Chine qui a commencé à partir de 2000 jusqu'en 2008 à absorber toutes les matières premières, tous les combustibles, etc. Et donc le prix du gaz a monté, le prix des hydrocarbures avec le gaz, en fait c'est le prix du pétrole qui montait et le prix du gaz qui suivait, et puis ça a culminé avec la crise financière, puis après ça s'est redégonflé. Mais on a déjà vécu une crise, et aujourd'hui on vit une crise un peu du même type, sauf qu'il va falloir peut-être se protéger un peu mieux qu'on s'est protégé dans les années 2008-2009, au moment où on a lancé une politique keynésienne verte, on va dire. Alors, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? C'est qu'aujourd'hui, quand on parle de crise ce qu'on appelle du market design, en fait, c'est l'organisation du secteur électrique européen. C'est aussi l'échec de l'énergie 22. Il faut quand même le dire, c'est-à-dire qu'on dit il faut aller de l'avant, etc. Mais il faut quand même se poser la question
sur cette Energiewende qui a été présentée comme un modèle à l'Europe, que l'Allemagne a voulu vendre à l'Europe, elle a essayé de le vendre, et aujourd'hui, on voit bien que ça ne marche pas. J'ai vu que Fatih Birol, le directeur de l'AIE, s'est exprimé ici il y a un mois, et la chose qu'il a dite, il a dit que l'Allemagne pourrait bien faire, enfin devrait faire son autocritique par rapport à ce qui se passe en ce moment. Et ça, on ne l'entend pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est une crise qui nous est tombée dessus comme ça, alors que toutes les conditions étaient là pour qu'elle nous tombe dessus. En fait, on s'est exposé un petit peu naïvement, je dirais. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter? C'est qu'une organisation, en fait, quand on organise un système électrique, il n'y a pas d'organisation idéale. Hein, c'est pas le marché. Le marché, aujourd'hui, on critique le marché de l'électricité avec l'explosion des prix qu'on a connue, la corrélation avec les prix du gaz, etc. Enfin, maintenant, tout le monde est au courant. Mais en fait, ce marché, il marche très bien, enfin, le fonctionnement du marché. Mais c'est un marché qui marche pour ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire pour de la coordination court terme entre pays interconnectés. Mais il n'est pas du tout fait pour inciter à investir ou pour inciter à décarboner. Il est fait juste pour de la coordination court terme. Donc, si on utilise ça pour faire de la coordination à long terme, ça ne marche pas. Donc, on a voulu adjoindre un tas de patchs pour que ça marche. Tout ça, maintenant, il y a un fatras de règles auxquelles peu de gens comprennent toutes les règles et comprennent en fait les interactions entre ces règles. Quand on fait des règles sur le CO2, des règles sur les économies d'énergie, quand on bricole les tarifs, quand on déclasse du charbon administrativement ou du nucléaire ou qu'on force des ENR à rentrer, en fait, on fait des manipulations de marché de tous les sens. Enfin, c'est même plus de la manipulation de marché, c'est éhonté. Donc, il n'y a plus de marché. Donc, le marché, il est juste là pour faire des échanges marginaux de court terme. Donc, tout ça, il faut le revoir. Alors, si on fait un système qu'avec des centrales à gaz et qu'on a des approvisionnements en gaz assurés, il n'y a pas de problème, on peut faire un marché, ça marche très bien, enfin, le marché court terme, tout ça. Bon, mais dès qu'on a des investissements à fort capex, comme les renouvelables ou le nucléaire, c'est-à-dire dès que vous n'avez plus de carbone, vous n'avez plus que du capex, vous n'avez plus que de l'investissement, après vous n'avez plus de frais de fonctionnement. Donc on ne voit pas pourquoi il y a un marché court terme basé sur les coûts marginaux de court terme, alors qu'on va vers un système décarboné où il n'y a plus que de l'investissement. Donc là, il y a un gros problème à résoudre qui n'est pas résolu. Je pense que le problème n'est pas abordé, enfin, sauf dans certains cercles académiques, mais pas en tout cas dans le grand public. Et les Français et les Allemands s'opposent là-dessus. C'est-à-dire qu'eux ont déjà obtenu qu'on soutienne les renouvelables par des mécanismes hors marché, puisqu'ils sont soutenus avec des appels d'offres, enfin c'est des contrats long terme, mais ils ne veulent pas que le nucléaire le soit. Bon, donc là, il y a un problème. C'est-à-dire que soit c'est l'un et l'autre, soit c'est personne. Mais donc là, il y a un problème. La France et l'Allemagne s'opposent là-dessus, mais je pense que c'est un différend qui est assez mortifère. Je rajouterais qu'une politique énergétique, ce n'est pas simplement un marché ou une organisation de marché. C'est-à-dire que derrière, vous avez les aspects géopolitiques. Une politique énergétique, c'est d'abord de la géopolitique. Parce que les Allemands, en fait, les Allemands l'ont fait, puisqu'ils sont assurés leur sécurité d'approvisionnement en achetant du gaz russe. Alors, ils ont abandonné leur charbon. La sécurité d'approvisionnement pour les Allemands, c'était le charbon. À cause du CO2, ils ont abandonné le charbon, pas complètement, puisqu'ils ont pu le redémarrer au bon moment pour se mettre dans la main des Russes. C'est des paris qui sont insensés. Enfin, c'est vraiment, quand on voit l'importance de l'industrie allemande, faire un pari de ce type au niveau de l'énergie qui est vitale pour toute l'économie, c'est quand même assez insensé. Donc, on fait de la géopolitique, enfin, c'est la base en fait de l'économie, enfin, de l'économie de l'énergie. Et puis ensuite, vous avez l'industrie.
on est en train de refaire des bêtises au niveau industriel. Quand la France a lancé le parc nucléaire, alors on peut être contre ou pour le nucléaire, mais dans les années 60-70, il y avait une politique industrielle qui allait de pair avec la politique énergétique. Aujourd'hui, bon, alors l'Allemagne a voulu développer une politique industrielle dans les ENR qui s'est cassé la figure dans les années 2000, autour de 2012, 2013, enfin 2015. Donc, ils étaient bien partis. On devait installer des usines de fabrication de panneaux solaires en Allemagne de l'Est, enfin dans l'ex-Allemagne de l'Est, pour développer l'ex-Allemagne de l'Est, enfin la réindustrialiser. Tout ça s'est cassé la figure. Ça a été chippé par les Chinois. Aujourd'hui, le PV est construit à 95% par les Chinois. Et les 5% qui restent, ça doit être, la moitié doit être encore fait en Asie. Et puis, il y a très peu en Europe. Donc, on ne bâtit, enfin, si on n'a pas, on va parler de sécurité d'approvisionnement sur le solaire, alors qu'on achète le solaire à quasiment 100% à l'étranger. J'ai lu ce matin que l'Allemagne vient d'acheter 2 gigawatts d'éoliennes en mer à un fabricant chinois. Donc les Chinois pénètrent aussi le secteur de l'éolien. Les batteries, pareil, on se lance dans le véhicule électrique, on abandonne le véhicule thermique. Les Allemands ont 150 ans de compétences dans le véhicule thermique. Ils sont imbattables. Les Chinois n'arrivaient pas à les rattraper. Et on abandonne ça pour faire du véhicule électrique alors qu'on part assis dans les batteries et que les Chinois sont déjà en route. Donc, il ne faut pas s'étonner d'avoir des problèmes après. Donc, voilà. Le tableau n'est pas très rose, mais je pense que la situation est quand même assez difficile. Alors, il me reste 2 minutes pour parler de l'hydrogène, parce que 5 minutes. Donc, je vais en parler en 5 minutes, parce que c'est un sujet sur lequel s'opposent les Français et les Allemands également. Alors, pardon, ils aiment bien s'opposer. Mais ma conclusion, c'est qu'ils devraient travailler ensemble. Je la donne déjà d'avance. Donc, les Allemands sont des chimistes. BASF est une énorme entreprise chimique. Enfin, les Allemands sont des mécaniciens, ils fabriquent des automobiles et ce sont aussi des chimistes. Pas seulement, une belle littérature, n'est-ce pas, Jan Horst? Mais leur industrie est basée là-dessus. Donc, la voie chimique, pour stocker l'électricité des ENR, est une voie qu'ils ont privilégiée. En plus, bon, les Allemands, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont vécu uniquement avec du carburant de synthèse. Enfin, il faut se souvenir de ça. Ils n'avaient pas accès au pétrole et ils ont fait du carburant de synthèse grâce à l'hydrogène et au charbon. Et ils ont roulé, enfin, toute la production d'hydrocarbures, je parle sous le contrôle de Jan Horst qui est devant moi, fonctionnait avec du carburant de synthèse. Donc, dans l'imaginaire allemand, l'hydrogène est associé à la sécurité d'approvisionnement. C'était le procédé propre pour les spécialistes. Donc, comme il y a une connexion entre la chimie et l'industrie automobile, puisque si on arrive à faire de l'hydrogène et des carburants de synthèse, mais on sauve le moteur thermique et on sauve en partie l'industrie automobile allemande. Donc, les Allemands sont assez fanats de l'hydrogène et bon, ils ont entraîné l'Europe sur ce terrain. Le problème de l'hydrogène, c'est que pour faire de l'hydrogène décarboné, il faut beaucoup d'électricité décarbonée et pas cher en plus, parce que les rendements pour la production d'hydrogène sont catastrophiques, sont très mauvais. Donc, il faut beaucoup d'électricité pas chère. Aujourd'hui, il manque de peau, on manque d'électricité et elle est chère et pour un certain temps. Ça n'a pas échappé aux Allemands qui n'ont pas toutes les ressources en vent et en soleil, parce qu'ils veulent se passer du nucléaire en plus pour faire de l'hydrogène. Donc, c'est vraiment sans les mains et sans les pieds. Donc, ils veulent, le but des Allemands, c'est d'aller chercher l'hydrogène, le faire fabriquer dans des déserts lointains et le rapatrier grâce à de l'ammoniac, enfin bon, des combinaisons chimiques de bateaux qui ramèneraient ça en Europe
ou alors par des hydrogénoducs, enfin bon, des projets assez ahurissants. Alors tout ça coûte très cher. Bon, il faudra m'expliquer aussi pour la sécurité d'approvisionnement. Si on va le faire ailleurs, bah, on retombe sur les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'on est soumis, si on va faire ça, je ne sais pas, en Arabie Saoudite ou au Chili, enfin, on est soumis au bon vouloir des pays qui soudain peuvent dire non, j'arrête, moi je garde l'électricité pour moi, etc. Bon, il y a un aspect colonialiste. Bon, il y a déjà eu ce projet en 2008-2009, un projet qui s'appelait Desertec. À l'époque, l'hydrogène n'était pas à la mode. On voulait rapatrier le courant avec des lignes haute tension sous la Méditerranée, etc. Il y avait 350 milliards d'euros qui avaient été annoncés quand même. Ce n'était pas un petit projet. Et tout ça, il ne reste quasiment rien aujourd'hui de ce projet. Donc, à mon avis, le projet hydrogène, dans sa forme actuelle, c'est ce qui restera dans 10 ans. Alors, je ne suis pas complètement négatif sur l'hydrogène. Je pense qu'il faut continuer les recherches. Un jour, il n'y aura plus d'hydrocarbures. Il faudra qu'on ait des carburants de substitution. C'est un vecteur énergétique qui n'est pas mûr du tout. Et il faut continuer les recherches. Il faut continuer à la fois. Il y a des recherches très précises sur les électrolyseurs qui utilisent du platine aujourd'hui, qui est hors de prix. Il faudrait commencer à trouver des catalyseurs qui soient un peu meilleur marché. Enfin, il y a un tas de choses à faire avant de se lancer à corps perdu dans des projets hydrogène. Voilà. Alors, en conclusion, cette crise a révélé les différends très profonds qui existent entre la France et l'Allemagne. Tant qu'on avait, enfin, dans l'énergie, tant qu'on avait de l'électricité, etc., tout allait bien. Mais aujourd'hui, la situation est vraiment tendue et je pense qu'elle est beaucoup plus tendue qu'on le pense. L'hiver prochain, on n'est pas du tout assuré de ne pas avoir de blackout. Et les marchés, bon, j'avais une courbe, mais je voulais. Les marchés de l'énergie anticipent de la défaillance en France. Les prix au premier trimestre 2024 sont à 700 €, ce qui est absolument colossal en pointe. C'est absolument colossal. C'est-à-dire qu'ils anticipent de la défaillance. Donc, on n'est pas du tout garanti de ne pas avoir de problème. Et les problèmes vont continuer. Donc, la situation est vraiment très grave. Elle est très grave pour l'industrie aussi. En plus, on a la stéréo, c'est-à-dire que d'un côté, il y a la Russie qui nous coupe le gaz, et de l'autre côté, il y a Biden qui est en train de siphonner toute l'industrie européenne avec l'Inflation Reduction Act. Volkswagen a déjà va installer une usine au Canada. Il y a un fabricant de pompes à chaleur, Viessmann, très connu en Allemagne, qui vient d'être acheté par une boîte américaine. Enfin bon, la situation est très sérieuse. Donc, ce n'est pas le moment de se chamailler. Donc, je pense qu'entre la France et l'Allemagne, il faudrait qu'il y ait un pacte de neutralité technologique. On arrête de chamailler sur le nucléaire, que les Allemands arrêtent de se focaliser sur le nucléaire. Ça serait déjà intéressant. Voilà. Après, si on veut refaire une politique énergétique, enfin, si on veut faire une politique énergétique européenne digne de ce nom, il faut mettre la sécurité d'approvisionnement au-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a vu que le CO2. Votre conférence voyait les questions environnementales, les questions de sécurité d'approvisionnement, mais il y a aussi le triptyque, c'est de l'énergie bon marché. Aujourd'hui, la politique énergétique européenne, elle n'a pas été sûre, puisqu'on a peur d'avoir des blackouts. L'énergie est hors de prix. Et dernier point, le CO2 n'a pas vraiment baissé. On dit qu'il a baissé, mais il n'a pas beaucoup baissé. Donc, tout ça, ça ne marche pas. Il faut remettre la sécurité d'approvisionnement en tête. Et puis, ce qu'il faut, alors c'est parce que c'était peut-être mon métier, donc c'est qu'il faut aussi remettre le calcul socio-économique en tête. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire on fait du solaire parce que c'est bien, de l'éolien parce que c'est bien, on ferme du charbon parce que c'est mal, on ferme du nucléaire parce que c'est mal. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. On fait une vraie politique, on fait des calculs, on regarde quelles sont les applications économiques, industrielles, etc. Enfin, donc, une politique énergétique digne de ce nom, voilà ce qu'elle doit faire. Voilà, merci. Merci, Étienne. Donc, nous allons passer la parole
à Jan Horst Kepler. Donc, pendant que vous vous installez, je vous présente. Vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine PSL, où vous co-dirigez le Master Énergie, Finance et Carbone. Vous présidez également le conseil de surveillance de la chaire européenne, de la chaire European Electricity Markets. Donc, vous allez nous faire une petite synthèse de tout ce qui vient d'être dit et vous allez tenter de répondre sur les perspectives que nous pouvons donner au bilan énergétique des deux pays des deux côtés du Rhin, quant à l'Energie 22 et son pendant français, au rôle persistant de l'énergie carbonée des deux côtés du Rhin et aussi du nucléaire. Je vous laisse la parole. Avec plaisir. Merci beaucoup, Eric. Merci, Denis. Merci, Muriel. Et merci, Étienne. C'était deux présentations très riches, vraiment très riches. Et je me trouvais dans une situation assez confortable d'être assez d'accord, mais pas complètement. Donc, ça me donne un peu des possibilités de rebondir, de réagir. Je voudrais d'abord souligner un point sur lequel j'étais très d'accord, qu'actuellement, il y a beaucoup d'opposition que j'appellerais gratuite entre les deux pays, surtout à Bruxelles. On oublie parfois qu'on a quand même des relations, des échanges quotidiennes d'électricité allemande qui va vers la France, d'électricité française qui va vers l'Allemagne. Les deux y gagnent et les prennent très volontiers. Muriel, tu as rappelé qu'il y avait au plus haut de la crise du gaz français pour l'Allemagne et c'était une très bonne chose. Et donc, toutes ces coopérations qui se font au quotidien, pour le plus grand bonheur, j'ose pas dire, parce qu'aucun de deux n'avoue combien il en profite, mais finalement, sur le fond, il y a une coopération quotidienne nécessaire et absolument importante. Sur la crise, ça a été dit, je vais le répéter, dans le monde, il y a assez de molécules de CH4 qui circulent. Donc, on n'a pas une crise d'approvisionnement mondial sur les gaz. Le problème, c'est bien évidemment de les ramener là où ils manquent, en Europe, en Allemagne en particulier. Ça a été mentionné, les terminaux méthaniers. Je ne sais pas si vous le savez déjà, mais on en a 22 en Europe, ce qui n'est pas rien. Donc, il y en a a priori des belles infrastructures déjà. Ce qui manque en Europe, ce sont les interconnexions gazières entre pays. Et c'était assez triste, encore une fois, la France et l'Allemagne qui se débattent pour un gazoduc entre l'Espagne et le sud de la France, qui devrait finalement approvisionner l'Allemagne avec du gaz importé en Espagne et du gaz GNL apporté en Espagne, qui finalement a été converti dans un projet long terme soi-disant pour l'hydrogène, mais on va voir. Après, c'est très vrai. J'ai regardé par hasard, pas tellement par hasard, ce matin les chiffres. La mégawattheure des gaz coûte actuellement 35 €. La mégawattheure électrique en base, ça coûte 400. Si nous prenons une hypothèse d'une efficacité de 50%, la mégawattheure électrique avec un gaz à 35 devrait coûter 70. À la place, ça coûte 400. Donc, il y a quelque chose qui se passe autre que le gaz. Tu l'as dit, il y a effectivement des anticipations de rupture ou au moins une certaine probabilité de rupture l'hiver prochain. Pas tellement sur le gaz, beaucoup plus sur l'électricité. Après, tous les systèmes, revenons sur la crise, a quand même aussi fait preuve d'une certaine résilience. Si on m'avait dit il y a 2 ans, nous aurions
des prix forward, donc sur la durée, de 1 000 €, même pour la pointe, j'aurais dit jamais, ça n'existait pas, c'est impossible, et on s'arrête. Non, 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 ça a marché, le marché a absorbé, l'industrie a absorbé, les privés ont absorbé. Vous l'avez dit, on a largement, comment dire, subventionné la peine avec à coût de dizaines de milliards, ce qui n'est pas rien, qu'il faudra rembourser un jour. Mais quand même, le système dans son ensemble a tenu. Et donc, ça aussi, il faut le dire avec tout un portfolio de mesures, d'adaptation. Et ça c'était aussi encourageant parce que le coût était dur. Après, je n'ai même pas envie de dire beaucoup sur renouvelable contre nucléaire. Ça a été dit. C'est un débat qui s'est enlisé. On connaît les atouts et les inconvénients des uns des autres, l'intermittence pour les renouvelables, les longs délais de construction et les coûts du nucléaire. Et donc, heureusement, on a les deux en Europe. Heureusement, on a une diversification au niveau européen et en permanence, c'est porter ce conflit qui est purement fait, disons-le, purement fait pour des audiences domestiques, c'est très, très dommageable. Je crois les deux ne se rendent pas compte combien, effectivement, ils se font du mal à l'un à l'autre, à l'Europe, au marché énergétique et électrique, en surjouant ces conflits au bénéfice de leurs audiences domestiques. Et vraiment, vraiment parfaitement pareil, ils se font miroir là, les deux. Un mot sur la voiture électrique. Je suis parfaitement d'accord avec Étienne. L'Allemagne semble presque naïve. Disons, quand je vois que Volkswagen, on fait une stratégie 100% électrique. Vous voulez vendre ces voitures à qui, à quel prix? Vous avez fait des études, notamment les Chinois, qui coûtent la moitié. Bon, la voiture électrique a des atouts, mais notamment en Allemagne, on produit l'électricité avec 40% de charbon. C'est quand même un jeu, comment dire, complexe. Et je trouve le débat est parfois un peu naïf. Après, le market design, oui, c'est évidemment quelque chose qui m'intéresse, ceux qui me connaissent au plus haut niveau. On parle beaucoup d'un nouveau market design qui serait effectivement constitué d'un market design hybride. Donc, il y aurait effectivement des éléments régulés pour inciter à l'investissement à long terme, qui maintiendrait au court terme, effectivement, pour le dispatch des centrales, le marché actuel, ce qui est, je crois, une idée de base très, très solide. Mais en partie, on est déjà en plein là-dedans. Il n'y a aucune technologie décarbonée qui ne s'est jamais financée entièrement sur le marché. Et ça vaut bien évidemment pour les renouvelables, mais ça vaut aussi pour le nucléaire. Disons, sans les CFD, sans les RAB, sans les tarifs régulés, il n'y aurait pas de financement du nucléaire. Donc, nous sommes en plein dedans dans les marchés hybrides. À nouveau, c'est un débat un peu factice, le marché contre la régulation. En vérité, on est déjà dans un système assez bon, pour utiliser ce mot, hybride qui intègre les deux. Et bon, on peut discuter sur un point idéologique de ces choses-là de manière très, 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 très longue, mais il s'agirait beaucoup plus de fine-tune, disons, de regarder un peu en détail comment optimiser ce market design, qu'on oublie un peu derrière plutôt ces oppositions idéologiques un peu faciles. Après, Muriel, vous avez appelé à juste titre, il n'y a pas que l'électricité. On adore discuter de l'électricité, c'est évidemment super important.
ça nous concerne tous, mais il y a la chaleur, il y a les transports. La chaleur, c'est un jeu très, très important. En Allemagne, pratiquement la coalition actuelle joue son va-tout sur la pompe à chaleur, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une obligation à partir de 1er janvier 2024, vous n'avez plus le droit d'installer un chauffage à base de gaz ou à base de fuel dans votre maison. Et donc, évidemment, beaucoup de gens ont beaucoup de peur. Après, il y a des aides qui ne sont pas encore concrétisées. Et il y a une porte de sortie qui va me ramener vers l'avant-dernier point, qui est le chauffage à gaz est permis, pourtant qu'il soit techniquement capable aussi d'utiliser l'hydrogène. Et donc, il y a en Allemagne, effectivement, une très curieuse convergence. Les gaz, c'est une sorte de forme précurseur de l'hydrogène. Et donc, les deux vont ensemble. Aujourd'hui, on fait encore un peu plus de gaz. Demain, ce sera plus de l'hydrogène. Mais finalement, ça se brûlera dans les mêmes turbines et dans le même chauffage domestique. À nouveau, je crois que c'est plutôt, comment dire, plutôt de la politique que vraiment des efforts de changer les émissions ou d'augmenter la sécurité de l'approvisionnement. Mais c'est actuellement, ça semble un peu la grande ligne. Sur l'hydrogène, Étienne, tu as rappelé le mythique processus Fischer-Tropsch. Je ne sais pas si toutes les gazoles dans la Deuxième Guerre mondiale étaient effectivement produits par cela, je ne crois pas, mais c'était une partie. Comment? Exactement. Il y avait beaucoup. Effectivement, c'est un processus qu'on peut pratiquement, une molécule CH peut être combinée dans n'importe quelle densité. Et finalement, pourvu qu'on a une molécule CH quelque part, on peut en faire de l'essence. Donc, par diffusion, je ne suis pas chimiste du tout. Et donc, c'est techniquement possible, mais évidemment très cher. Par contre, quoique je suis engagé dans la réduction des émissions de CO2 depuis 40 ans, je suis plutôt content qu'on a pu sauver au niveau européen ce qu'on appelle les e-fuels, donc l'essence à base autre que le pétrole, donc pour justement sauver aussi, encore pour une phase de transition, les moteurs thermiques des voitures, parce que tout ne pourra pas basculer vers l'électrique dans des délais très raccourcis. Nous savons tous d'ailleurs que la voiture électrique pose quelques problèmes, batteries et autres en soi. Après, l'Europe se lance dans l'hydrogène, l'Allemagne se lance dans l'hydrogène, mais également la France se lance dans l'hydrogène avec 7 milliards qui ont été donc promis pour ce secteur. Je suis aussi sceptique que toi, Étienne. Par contre, je crois qu'il faut pas, comment dire, nationaliser ces efforts. Il y a quand même un grand engouement au niveau européen, avec des positionnements assez curieux sur qui importera un jour, dans 10 ans, 20 ans, apportera l'hydrogène à qui d'autre, qui fera des gains, comme s'il y avait là un pot d'or sur lequel il faudrait déjà commencer à se disputer. C'est encore très, très, très loin et je suis plutôt sceptique. On y était à la fin des années 90. Déjà, tout était hydrogène. C'était l'époque Daimler-Benz, donc Mercedes achetait Ballard, les Canadiens, et donc on pensait effectivement que la pile à combustible, ce serait le futur. Ça
on a un peu oublié ça, on va un peu de bulle en bulle avec l'hydrogène. Peut-être c'est la bonne, mais donc mollo. Oui, je voulais finir là où j'ai commencé. Je serais absolument en faveur, je ne sais pas si tu as exactement dit ça, mais une sorte de pacte de neutralité technologique entre les deux pays. Ça n'a aucun sens de revenir aux réflexes anciens. Un point quand même, je ne crois pas que l'antinucléaire fasse partie de l'ADN allemand. Disons, le nucléaire fait partie, comme Fischer-Tropsch, quand même aussi, de l'histoire allemande. Également, et surtout l'utilisation, le nucléaire civil. Beaucoup de ces technologies ont été développées en Allemagne et il y a plein de gens qui en sont fiers. Également, aujourd'hui, comment dire, la cote positive dans la population de l'énergie nucléaire a énormément augmenté. On oublie que 80% des Allemands étaient en faveur de la prolongation de la durée de vie des centrales. 80%. Et je ne sais pas exactement le taux des Allemands qui sont en faveur de la nouvelle construction des nouvelles centrales, mais pour laisser les centrales qui maintenant ont été arrêtées mi-avril, il y avait une majorité des Allemands qui étaient en faveur. Donc, il faut être un tout petit peu prudent. Il y a évidemment une constellation politique, les Verts, avec la SPD, qui est une sorte de pôle antinucléaire très fort dans la politique allemande. Mais aujourd'hui, une majorité CDU-FDP serait très clairement en faveur du nucléaire. Après, ça va jusqu'où? Ça va jusqu'à la prolongation ou à réallumage, dans la mesure que c'est techniquement possible, des 3 centrales qu'on a arrêtées en avril, ou est-ce que ça va vraiment jusqu'aux nouvelles constructions? Mais certainement, cette opposition un peu factice, renouvelable contre nucléaire entre les pays, s'arrêterait certainement avec un autre gouvernement. Finalement, je crois donc qu'il faut absolument sortir de l'idéologie des deux côtés et également, surtout, de l'hypocrisie. Qu'est-ce qui compte finalement? Qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui compte, c'est réduire les CO2, garantir la sécurité de l'approvisionnement. On est tous d'accord là-dessus. Après, il faut une neutralité énergétique, technologique là-dessus. Sur la géopolitique, on a tous appris quelque chose. Disons, je crois, on ne s'attendait vraiment pas. Je crois que ce n'était pas seulement un aveuglement idéologique quand on parlait du gaz russe. Ça semble une bonne solution. Au niveau européen, ça contribuait à la diversification des ressources, pas au niveau national allemand, bien évidemment, mais au niveau européen, avec les interconnexions gazières suffisantes, ça aurait pu jouer un rôle. Finalement, l'histoire a décidé autrement, et ce chapitre, il est fermé. Mais il faut sortir de l'idéologie, il faut sortir de l'hypocrisie, et il faut être plus franc, plus honnête sur les bénéfices que nous tirons tous, que tirons ces deux pays d'un marché européen intégré, à la fois dans l'énergie, donc gaz, hydrogène, pétrole, et surtout dans l'électricité. Donc là je me sens très en phase avec ce qui a été dit, et j'espère que nos dirigeants pourront effectivement trouver cette voie assez vite, parce qu'on a fait étonnamment beaucoup de mal sur ces sujets les derniers mois. C'était pas bien, mais on est resté optimiste et sera mieux en futur. Merci. Merci beaucoup, Jan Horst. Peut-être une réaction, Muriel ou Étienne, à ce que vient de synthétiser Jan Horst?
Donc, merci pour ces inputs. Je pense qu'en fait, c'est assez intéressant. En tout cas, on voit, je pense qu'on a beaucoup de points communs finalement. On le voit après, c'est la manière dont on le pose qui peut varier. Alors, peut-être 2-3 points que j'ai relevés et que j'aimerais pouvoir peut-être corriger. Alors après, sur l'hydrogène, par exemple, on est tous d'accord. Et je pense qu'en fait, tout le cercle des experts qui travaillent sur les questions de l'hydrogène sont tous d'accord. Il faut clairement prioriser l'usage de l'hydrogène. La production n'est pas efficace, elle est extrêmement coûteuse. Et tout ce qui est dérivé d'hydrogène, c'est encore plus coûteux. Donc, en fait, il va falloir choisir où on met cette énergie-là et où est-ce qu'on met ce financement également. Donc, là où on peut faire autrement et moins cher, il faudrait faire autrement et moins cher, clairement. Après, je pense qu'effectivement, en fait, ce n'est pas que l'Allemagne qui pousse l'hydrogène, il y a la France aussi. Et je pense qu'en fait, on est à des montants quasi de 10 milliards d'euros, finalement, sur l'hydrogène, qui, en fait, en comparaison avec les financements mis à disposition pour d'autres types de technologies ou d'autres, je pense à la rénovation, par exemple, thermique des bâtiments, des choses comme ça, en fait, c'est presque un peu excessif, finalement, pour l'impact, en tout cas le potentiel à court terme de réellement atteindre quelque chose avec l'hydrogène décarboné. En comparaison, voilà, ça manque complètement dans les autres secteurs, justement, où on a des solutions. On sait que c'est coûteux, ça va coûter, il y a des investissements et il faut un soutien public pour aussi initier les investissements privés. Et donc, effectivement, il y a une attention et il y a toute une bulle qui s'est créée autour de l'hydrogène qui paraît clairement excessive, que ce soit au niveau européen, mais aussi en France ou en Allemagne. On parle vraiment beaucoup trop d'hydrogène, finalement, par rapport aux autres sujets qui paraîtraient en fait plus urgents et aussi plus efficaces. Après, c'est vrai, le gouvernement allemand en fait pousse l'hydrogène dans certains secteurs et notamment essentiellement en fait sur le secteur électrique. C'est censé justement venir compenser la variabilité des énergies renouvelables et donc les centrales à gaz qui aujourd'hui tournent au gaz devraient donc à terme tourner à l'hydrogène. Alors la question évidemment se pose techniquement et financièrement. Peut-on convertir des turbines si facilement du gaz à l'hydrogène? En fait, c'est une question qui n'est pas tout à fait claire à ce stade. On en parle beaucoup. Il y a des projets en cours en Allemagne où justement certaines conditions, c'est le hydrogen ready. C'est sympa à dire, mais c'est vrai que concrètement, personne ne sait si en fait c'est clairement aujourd'hui concrètement faisable parce qu'en fonction des matériaux, effectivement, il y a des problèmes de corrosion si on met de l'hydrogène à la place du gaz. Alors, je ne suis pas non plus chimiste, je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, mais on sait qu'il y a énormément de problèmes. On ne sait même pas si on sait aujourd'hui déjà produire du hydrogen ready. Alors, on parle évidemment aujourd'hui, si on fait des appels d'offres ou si on en parle, ce n'est pas installé avant quelques années, donc peut-être qu'on aura solutionné le problème d'ici là, mais généralement, le rythme des développements technologiques est quand même un peu plus long. Et effectivement, c'est un sujet qui est remis sur la table. C'est comme le CCS, donc le stockage, le captage et le stockage de gaz. C'est des sujets, voilà, on en parlait beaucoup il y a 10 ans, c'est un peu disparu, ça revient aujourd'hui parce que c'est une solution technologique qui est attractive en fait dans le politique, dans le narratif politique finalement. C'est ce que disait Jan Hus tout à l'heure. Il y a beaucoup de sujets finalement qui sont un peu instrumentalisés, non pas parce que c'est utile dans la définition de la politique énergétique et climatique, mais parce que ça sert en fait une audience nationale en fonction un peu des rythmes des élections et des intérêts donc à défendre sur le moment. Et autant en France, donc les élections présidentielles et potentiellement donc législatives ont une importance et ça vient à un rythme quand même relativement éloigné. En Allemagne, en fait, il y a des élections beaucoup plus régulièrement au niveau des Länder qui déterminent donc la couleur du gouvernement local. Et donc, en fait, il y a des élections un peu en permanence avec une campagne un peu permanente en fonction des régions avec les élections à venir. Donc, clairement, la question du nucléaire en Allemagne, elle est aujourd'hui clairement instrumentalisée. Les élections en Bavière vont arriver bientôt. Et donc, du coup, le Parti conservateur bavarois joue cette carte-là sans proposer, en fait, finalement, concrètement de solution. Dit oui, moi, je suis en faveur du nucléaire parce que, en ce moment, c'est vrai que ça permet un peu de surfer sur la vague, on va dire. Et effectivement, il y avait un gros soutien sur le prolongement du nucléaire l'année passée. Mais parce que la situation aussi était critique et tout le monde l'avait compris. C'est une bonne chose en soi que les citoyens se rendent compte de la situation et qu'on prenne des décisions pragmatiques pour venir en soutien justement de l'approvisionnement en énergie de manière générale. Et pour le système électrique, comme on l'a dit, les systèmes sont interconnectés. Donc, en soi, en fait, la France et l'Allemagne sont deux pays qui sont historiquement plutôt exportateurs, donc qui avaient suffisamment de capacité de production pour soi-même et donc qui était en mesure d'exporter dans les pays voisins. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, en fait, pour l'Allemagne aussi et pour la France. Donc, tant que les centrales nucléaires tournent, elle n'a pas besoin elle ne dépend pas, en fait, des voisins. Enfin, elle en dépend de manière journalière. Voilà, il y a des courbes, en fait. On n'est jamais
on n'est jamais complètement exportateur ou complètement importateur. On a des variations en fonction des heures, de la nuit, du jour, etc. Donc, en fait, tout le monde dépend un peu les uns des autres, mais certains dépendent un peu plus que d'autres s'ils n'ont pas la capacité de fournir fondamentalement, disons, leurs demandes électriques. Alors après, voilà, je pense que le constat ici, c'est que voilà, on a focalisé beaucoup l'attention et ça va en fait dans les deux sens. Hein. Je pense que Étienne Becker a dit aussi que voilà, il y a eu un gros bashing allemand contre le nucléaire. C'est certainement vrai, mais il y a eu quand même un gros push pro-nucléaire aussi côté français qui venait aussi provoquer l'Allemagne. Donc en fait, c'est un peu une guéguerre qui a été créée. Alors, c'est discutable peut-être, mais au niveau des textes européens, par exemple, en fait, les textes sur lesquels le nucléaire a été fortement poussé, par exemple, on parle de directive énergie renouvelable, et là, on veut, par exemple, intégrer justement du nucléaire, où on veut pouvoir parler du soutien du nucléaire quand on parle de quelque chose de renouvelable. Alors après, je comprends qu'il y ait une certaine réticence, on va dire, à vouloir mélanger les choses. Après, en soi, rien n'empêche le gouvernement français de venir en soutien de déploiement de nouvelles centrales nucléaires avec des subventions, etc., comme le disait Jan Horst. En soi, ça a toujours été fait et ça va être fait. Enfin, c'est comme pour les énergies renouvelables, le nucléaire ne s'est pas fait tout seul avec des financements privés. Peut-être. Mais... J'espère être plus rapide. Alors, sur l'hydrogène, entièrement d'accord sur le fait que c'est instrumentalisé en fait par... Donc, c'est la politique intérieure allemande qui déborde sur l'Europe. Donc, on a deux dans la coalition, il y a deux partis qui sont comme l'eau et le feu. Là, il y a le FDP et les Verts, avec Scholz, enfin le SPD au milieu. Ils sont d'accord sur rien. D'ailleurs, moi, quand j'ai vu qu'il y avait une coalition avec le FDP et les Verts, je me suis dit, bon, on rêve. Effectivement, ils sont d'accord sur rien. Et à chaque fois, alors bon, l'hydrogène, ça permet... Alors, ils ont refait le coup sur les pompes à chaleur qu'ils avaient fait sur les voitures. C'est-à-dire que sur les voitures, l'abandon du moteur thermique a été abandonné, c'est le cas de le dire. Enfin, bon, elle a été repoussée s'ils sont avec prêts à accepter des e-fuels. Comme les e-fuels, c'est du carburant normal, donc il n'y a pas de problème. Donc, on va continuer sur le moteur thermique. Je pense qu'en 2030, on va nous dire que les e-fuels ne sont pas prêts, donc ça va être 2040, puis après, ça sera 2045, et on gardera les moteurs thermiques comme ça. Donc, ils ont refait le coup sur les pompes à chaleur. Évidemment, au début, ils voulaient carrément démanteler les chaudières à gaz existantes. Enfin, c'est vraiment... Enfin, bon. Donc le FDP a hurlé et puis ils ont dit non, c'est juste sur les neuves et puis les neuves, il faut qu'elles soient hydrogène ready. Bon, d'accord. Ça marche pas, hein, mettre des chaudières à hydrogène chez soi, parce qu'il n'y a pas que la chaudière. Il faut amener un tuyau d'hydrogène. Puis l'hydrogène, c'est pas n'importe quoi, ça explose un peu. Donc je pense que voilà. Voilà. Alors, dire que les Français agitent les Allemands avec le chiffon rouge du nucléaire, l'Allemagne est quand même le seul pays au monde qui a arrêté des tranches après Fukushima. Alors, bon, je comprends que l'émotion fut grande en Allemagne, mais c'est le seul pays au monde. Ce n'est pas les Français qu'on dit. C'est vraiment, ça a été une décision. Et puis, enfin, je ne sais pas. Moi, j'ai repris une déclaration de... C'est comment elle s'appelle? C'est Barbara Scholz, c'est pas Scholz, c'est Schulze, qui est l'ancienne ministre de l'Environnement, qui est maintenant à un autre portefeuille dans le gouvernement actuel, qui est SPD, qui a dit on a dénucléarisé l'Allemagne, maintenant notre mission, c'est de dénucléariser l'Europe, et sans doute le monde après. Donc on sent, enfin c'est quand même une ministre en exercice. Donc d'accord, ça n'a pas été repris par le chancelier ou le chancelier, mais c'est quand même une ministre en exercice. Donc, bon, il ne faut pas dire que c'est les Français qui asticotent les Allemands avec le nucléaire. C'est quand même un petit peu exagéré. D'accord. Alors, après, moi, je voudrais dire un truc quand même sur le tout nucléaire et la coordination entre les pays et le market design. Parce que, effectivement, on s'échange. Quand il y a beaucoup de soleil, beaucoup de vent en France, en Allemagne, on profite des prix bas. Et puis, dans les périodes sans vent, sans soleil, ils peuvent importer de l'énergie nucléaire, c'est clair. Mais ça ne peut pas marcher si on a des énergies renouvelables partout en Europe.
Donc, il faut bien... enfin, le modèle allemand n'est pas duplicable à tous les pays. Parce que sur l'Europe, on a grosso modo la même météo, c'est la même zone. Bon, pour le soleil, c'est évident, mais même pour le vent. Enfin, il y a des périodes météo avec des anticyclones qui couvrent toute l'Europe. Et dans ces cas-là, si on n'a que des renouvelables, on ne s'en sortira pas. Et comme l'hydrogène ne marche pas, on ne sait pas faire du stockage long terme. Donc, il y aura un problème à ce niveau-là. Et il y aura un problème aussi de... alors, j'apprends que vous faites 1 gigawatt, enfin que l'Allemagne fait 1 gigawatt par mois de PV. Vous avez en ce moment un phénomène, et vous aviez en Californie quelque chose qui s'appelait la duck curve, hein, tout le monde connaît. Alors maintenant, c'est plus la duck curve, c'est la canyon curve. Hein, donc, c'est-à-dire que vous allez avoir autour de midi des prix ahurissants, mais vers le bas. On ne saura pas quoi faire de cette énergie et vous ne pourrez pas faire le ramping avec les autres centrales à ce moment-là. Bon, je m'arrête. Merci Étienne. Première question. Je vais profiter du privilège de co-organisateur pour poser la première question. Et je vais citer Étienne, j'espère justement. Étienne, à un moment, a dit on a eu l'ère britannique dans le market design, on a eu l'ère allemande. Et j'ai envie de vous demander à tous les trois, vous y avez fait allusion, est-ce qu'on n'est pas dans l'ère américaine? Parce que là, on a beaucoup parlé des deux côtés du Rhin, mais il y a des gens qui se frottent les mains, et on en a parlé, ne serait-ce qu'à cause des coûts de l'énergie aux États-Unis. Est-ce que les grands gagnants dans tout cela, ce n'est pas les États-Unis? Est-ce qu'on n'est pas dans l'ère américaine? Je vois Yann Horst hésiter. Je ne suis pas certain si on peut, comment dire, être si, comment dire, si l'Amérique aujourd'hui donne une image suffisamment cohérente, suffisamment cohésive pour pouvoir parler de ça. C'est quand même très complexe. Ils n'ont pas un marché national de l'électricité. Il y a des choses très différentes qui se passent dans les différents marchés régionaux. C'est vrai qu'ils ont eu une rente énorme depuis 15 ans pour le gaz de schiste. Je lis des choses que les meilleurs réservoirs sont maintenant peut-être épuisés. Donc, ils ont d'autre côté, ils ont, oui, maintenant toutes les infrastructures en place pour l'exportation du gaz, donc du GNL. Donc, il y aura certainement, pour les prochains 5 ans, un certain avantage que l'Europe veut importer du GNL. Le Japon en veut toujours, le Japon et Corée. Donc, oui, ils en profiteront, mais je crois finalement moins qu'on puisse le penser. Donc, justement parce qu'ils ont une demande intérieure très forte. Là où en Amérique se font des choses intéressantes, c'est dans le nucléaire. Hein. Disons, tout ce qui est la SMR, il y a un engouement énorme. Bon, est-ce que c'est une bulle? Pour le moment, ces réacteurs ne produisent pas de l'électricité, mais il y a quand même, je ne sais pas, une vingtaine, trentaine de constructeurs bien financés qui se lancent là-dedans. Donc, je crois que l'Amérique est complexe. Je ne sais pas non plus si j'appellerais l'ère des derniers 20 ans l'ère allemande. Disons, c'était quand même le marché libéralisé qui commençait effectivement au Royaume-Uni et dans certaines parties des États-Unis, qui était porté par le gaz. Après, en Europe, oui, les renouvelables étaient toujours financés hors marché. Appelez ça allemand si vous voulez, mais également le nucléaire était toujours, les nouvelles constructions nucléaires, dans la mesure qu'il existait, étaient toujours financées hors marché. Donc, je crois qu'il faut se rendre à l'évidence, on ne peut pas faire la transition énergétique sans un financement des nouvelles capacités décarbonées hors marché. C'est juste impossible. Ils sont trop intensifs en capitaux. Et donc, plutôt qu'on se rend à l'évidence et on sort des postures, encore une fois, idéologiques, plus vite on y arrivera avec des mesures de bon sens pour les uns pour les autres, pour effectivement construire ces capacités dont on a tous besoin. Il faut sortir aussi de l'énergie. Mais enfin, on va revenir à l'énergie. Il faut voir que les gaz de schiste,
ça a été la réaction des Américains à la crise des hydrocarbures en 2008-2009, enfin des prix extraordinaires. Donc d'un côté, on a les Américains, qu'est-ce qu'ils ont fait? On connaissait la fracturation hydraulique déjà, mais c'était très cher, mais ils se sont dit de toute façon le pétrole est très cher, le gaz est très cher, donc on creuse. Ils ont creusé, ils ont fait baisser les coûts et ça a été une révolution. En Europe, la réaction, ça a été on va faire des renouvelables, on va être indépendant en faisant des renouvelables, on va décarboner en même temps et on va être indépendant des hydrocarbures. Les Américains ont gagné sur toute la ligne. La vraie révolution qui a eu lieu, c'est le gaz de schiste depuis 15 ans. Alors après, est-ce que ça s'épuise, etc. À voir, hein, peut-être. Mais ça a été la révolution. Ils sont redevenus indépendants au niveau énergétique. Ils ont abandonné le Moyen-Orient. La politique énergétique américaine, dans le temps, c'était la 7e flotte qui croisait autour du détroit d'Ormuz et tout ça. C'est ça dont il faut se souvenir. Et ça, ils ne l'ont plus. Donc, ils ont laissé les Européens et les Chinois face au Moyen-Orient. Eux, étant indépendants énergétiquement, ils ont une force extraordinaire. Donc, les grands gagnants de la situation actuelle, c'est évidemment les Américains. Et là, c'est un petit peu une estocade qui donne sur la fin. Madame, là-bas au fond, mais a une question. Une question et un commentaire. Bonjour, donc, je me présente Fabienne Salin, je suis économiste à EDF, la direction de la stratégie, je m'occupe de market design d'Energie22 et puis j'ai longtemps enseigné avec Yann Horst et puis travaillé avec lui dans le cadre de la chaire. Moi, j'ai juste une remarque et ensuite une question. En fait, je pense que la crise énergétique d'aujourd'hui est une vraie chance pour le couple franco-allemand. Pourquoi? Je m'explique. À l'origine, quand même, le traité de Rome, c'est une négociation entre l'Allemagne, dont je dirais l'ordolibéralisme, qui est quand même au centre de la manière dont ce pays est gouverné. Et je vais y revenir parce que c'est typiquement la déclaration de Habeck la semaine dernière. Donc, dans cette philosophie de l'Allemagne, où l'État doit être mis à distance, s'occuper d'assurer des bonnes conditions de concurrence, mais ne pas rentrer et ne pas s'immiscer dans la vie du citoyen, des entreprises. Il y avait de l'autre côté la France. Et comme le rappelle Étienne, la France, c'était quoi? C'est les grands projets, c'est les monopoles, c'est les entreprises nationales. Et donc, le deal, ça a été l'Allemagne. On prend cette philosophie et on met des textes encadrant le droit de la concurrence, cette fameuse DG Comp extrêmement prégnante. Et c'est pour ça, Muriel, on ne peut pas dire que si demain on veut faire du nucléaire, on pourra avoir les soutiens publics qu'on veut. Ce n'est pas vrai, ça fait 7 ans qu'on se bat et je peux vous dire, on y passe des nuits entières pour essayer d'expliquer à la DG Comp pourquoi il serait bien, etc. Donc ça, ce n'est pas vrai parce que justement, on a ce cadre aide d'État. Et la France, c'était la politique agricole commune puisque c'est pratiquement une des premières politiques du traité. Et ce qui est extrêmement intéressant dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est qu'en fait, on est frappé sur la souveraineté énergétique et plus encore sur l'industrie en Europe. Et je trouve que la déclaration d'Habeck la semaine dernière dans son projet, si vous avez le temps, regardez le projet du ministre de l'Industrie et du Climat, qui va être porté a priori à Bruxelles, eh bien, il y a une espèce d'autocritique de l'Allemagne, puisque Habeck écrit « On a un problème, il y a des zones du monde, la Chine, les États-Unis, qui soutiennent à grand coût de subvention leur industrie et nous, on ne peut pas le faire. » Donc, critique de cette dimension du traité qui, à la base, est allemande sur le fait qu'on empêche en fait les aides d'État. On empêche les aides d'État parce que le carcan des aides d'État est tellement fort en Europe qu'il y a des moments où on se dit on ne va même pas y aller parce que ça va nous coûter trop cher en avocat et en temps perdu. Donc ça, c'est une première chose extrêmement importante. Et la deuxième chose dans le projet de Habeck, qui est un projet pour soutenir un prix temporaire à l'industrie en Europe, y compris de manière collective pour aider les pays qui ne pourraient pas le faire parce qu'ils n'ont pas les mêmes poches profondes, eh bien, l'idée, c'est quelque part, c'est la reconnaissance que je crois que c'est pratiquement écrit comme ça. S'il y a bien un pays qui a bénéficié de la construction européenne pour son industrie, c'est l'Allemagne. Et ça, il faut qu'on continue à le faire et on a besoin d'être solidaires et donc de construire ensemble notre souveraineté. Donc en fait, moi je pense que cette crise de l'énergie, mais c'est mon côté un peu optimiste, cette crise de l'énergie, elle est en train de faire basculer les Allemands, mais aussi faire basculer les Français vers quelque chose qui pourrait faire consensus. L'abandon du Schwarz-Null durant la pandémie, c'est quand même un truc que personne ne voyait venir.
Donc, je crois qu'il y a vraiment des chances d'avancer dans un sens qui pourrait reconstruire un couple franco-allemand pour préparer le futur. Alors, Yann rit, et donc ma question à vous trois, c'est est-ce que vous pensez que ce qui se passe aujourd'hui en Allemagne pourrait effectivement être une inflexion aussi forte qui fasse qu'on reparte sur de bonnes bases pour continuer à construire une Europe verte de demain? Alors, qui veut relever le défi? Yann Horst. Mais pas au point où j'avais un peu d'ironie. C'était. Oui, je vais être très bref. Effectivement, non, je souriais parce que j'aime cette expression bien allemande de la Schwarze Null, du zéro noir, donc un budget équilibré avec un tout petit peu plus, disons, pour sécurité, c'est très allemand et c'est plaisir de l'entendre. Mais ça, c'est pas le sérieux. Le sérieux et ce que tu dis, Fabienne, que je trouverais c'est très dommage si l'Allemagne et la France se retrouveraient, disons, feraient un nouveau couple sur la base de leurs faiblesses les plus grands. Disons, c'est quand même l'abandon d'une confiance que l'industrie européenne puisse en sortir. Et je crois, je suis d'accord sur ton premier point. Le problème des États, il y a aussi beaucoup d'hypocrisie côté bruxelloise avec une idéologie en théorie parfaite et sur la pratique, il y a quand même énormément d'aménagements pour les uns pour les autres. Ça se négocie à Bruxelles. Avoir une vision un peu plus claire là-dessus, en courante, c'est une très bonne chose. Par contre, baisser les prix de l'énergie en Europe, pour moi, excuse-moi, je trouve ça limite grave. On cherche à économiser l'énergie, on cherche à réduire les émissions à CO2, et là, on veut garder la production de l'ammoniac en Europe. Excuse-moi, non, c'est pas la manière dans laquelle il faut procéder. Il faut une vision effectivement industrielle, certes, mais une vision industrielle verte, une industrie qui sait vivre avec les projets de l'Energiewende ou la transition énergétique. Si cela n'est pas possible, il faut peut-être là aussi sortir de l'hypocrisie et redimensionner les ambitions de l'Europe en matière écologique et réduction des émissions. Mais dans un certain sens, afficher à nouveau des objectifs maximalistes, et Dieu sait que nos deux pays sont très forts en ça, et disons, avec la main gauche après, de contrecarrer exactement ces objectifs, pour moi, c'est une de ces cohérences contre lesquelles je cherche à me battre, parce que ça complique les débats, ça complique la vie politique des deux pays, parce qu'à la longue, les gens s'en rendent compte et comment dire, la fatigue avec les politiques qui est quand même des deux côtés du Rhin assez palpable, ça se nourrit aussi de ces contradictions larvées, quoi. Très bien, Muriel. Et ensuite, on donne la parole aux personnes qui nous posent des questions. Alors, ouais, très rapidement, je pense que je voulais juste ajouter, je comprends tout à fait les points. Et en fait, je pense que là, on est arrivé dans une phase où effectivement, on sort de 30, 40 années d'une certaine politique, non seulement énergétique, mais économique de manière générale. Et en fait, fondamentalement, il faut se poser la question de quel modèle de société veut-on, où veut-on aller. Et c'est surtout ça qui manque, en fait. C'est une vision à plus long terme. On a tellement tendance à se focaliser finalement sur le très court terme. Alors, quand il y a des crises, c'est ce qu'on fait. On pense à aujourd'hui, donc depuis un an à peu près, on parle de d'ici 2 mois, d'ici 3 mois. Il faut encore qu'on parle de l'hiver prochain, c'est ce que disait Étienne Becker tout à l'heure. On n'est pas sorti en fait de la crise, clairement. Et là, les prix du gaz sur le marché sont faibles, mais il y a peut-être un manque d'anticipation, peut-être, qui est excessif sur le marché de l'électricité. Ça a été le cas en fait sur le marché électrique français l'année passée. Il y avait en fait une forme de spéculation, une attente excessive de défaillance qui a fait qu'on a dépassé les 1 000 € par mégawattheure, ce qui est clairement excessif par rapport à ce que ça aurait dû être. Sur le prix du gaz, on ne sait pas trop où on va, en fait, parce que ça va dépendre là de
de l'approvisionnement en GNL d'ici la fin de l'été, où est-ce qu'on en est, et donc du coup, quel hiver s'annonce, et est-ce qu'un hiver froid s'annonce, par exemple, va avoir un impact énorme sur finalement la consommation, même si on arrive à maintenir un niveau de consommation faible et qu'on arrive à motiver les citoyens à continuer les efforts qui ont été réalisés déjà les derniers mois. Ce qui n'est pas évident, parce qu'on connaît, on parle tous d'effets rebonds, on sait que c'est difficile de changer les comportements, en tout cas à long terme. Mais c'est vrai que ce qui manque clairement, c'est on parle beaucoup d'approvisionnement, un peu finalement, on reste sur, on fait pareil, on va garder une croissance, mais par contre, il faut faire différemment. Et clairement, je pense qu'en France, on a posé en tout cas certains termes dans le débat. On parle de sobriété un petit peu plus. En Allemagne, pas du tout à ce stade. Et c'est des sujets importants. La demande, il va falloir qu'on en parle. En fait, quel est le modèle de société, quel modèle économique pour le futur qui soit soutenable non seulement pour l'Europe, mais pour tout le monde. Et du coup, quel approvisionnement en conséquence, en fait. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut mettre les choses en place, en fait. Denis a essayé de repérer les questions. On va poser une question de la part des internautes. Est-ce que l'indisponibilité de 50% du parc nucléaire français au plus mauvais moment pour l'équilibre du système européen n'est pas pour quelque chose dans la perplexité des Allemands à l'égard de nos positions? Est-ce que ce n'est pas principalement cette indisponibilité du parc nucléaire qui a précipité la crise? Et pour aller un petit peu plus loin, comment ont évolué les mentalités allemandes face à cette crise concernant le nucléaire? Je vais essayer de répondre rapidement. Alors, en fait, je reviens aussi sur un point, la position du nucléaire des Allemands de manière générale. J'ai dit tout à l'heure dans l'ADN, mais en fait, ce n'est pas des Allemands de manière générale, mais dans l'Energiewende, dans la définition même de la transition énergétique en Allemagne. C'est un peu différent à mon sens. Ouais. Et en fait, l'opposition nucléaire, ENR, ou entre la France et l'Allemagne sur ces sujets, elle n'est pas nouvelle. Hein. En fait, ça fait longtemps qu'elle est déjà présente. Et donc, en fait, le gouvernement précédent avait aussi été plutôt conservateur, et pourtant c'était aussi un problème déjà à l'époque. Donc c'est pas quelque chose de nouveau du nouveau gouvernement allemand avec les Verts, c'est pas quelque chose qui est sorti de nulle part. Ça fait des années que c'est là. L'Allemagne a pris la décision de sortir du nucléaire il y a très longtemps, donc au début 2000, elle a renversé sa décision, elle est revenue dessus après Fukushima. Bon, il y a eu des hauts et des bas, mais en fait c'est quand même une décision qui date d'il y a assez longtemps. Et elle a aujourd'hui, donc, elle est arrivée à terme dans la mise en œuvre de sa stratégie, entre guillemets, donc du coup, de déploiement d'ENR, sortie du nucléaire et sortie du charbon aussi. Alors, oui, il y a une forme de perplexité, mais je pense que ce qu'il faut comprendre au final, c'est que aucune technologie n'est complètement parfaite. C'est qu'il y a des inconvénients et des avantages à chacune des technologies. Et je pense que l'été dernier, effectivement, donc il y a une part de problèmes de calendrier, de planification, mais aussi il y a eu des stress hydriques sur les rivières, des choses comme ça. Donc certaines centrales nucléaires qui ont dû être arrêtées pour ne pas surchauffer les fleuves. C'est des situations qu'on va voir dans le futur avec le réchauffement climatique. On va avoir des problèmes hydriques l'été. Et donc, cette année, déjà, ça s'annonce plutôt pas bien. On le sait. Ce qui veut dire que certaines centrales thermiques, et pas que le nucléaire, hein, ça concerne aussi du coup les centrales à charbon, qui pourraient devoir être arrêtées. Ou alors, il y avait eu l'approvisionnement en charbon de certaines centrales à charbon l'an dernier en Allemagne qui avait été compliqué justement parce que les niveaux du Rhin étaient trop bas. Donc, c'est des problèmes dont il faut tenir compte aussi pour le futur. Et on parle là, justement, je pense qu'il faut revenir dans une perspective à au moins 30 ans, voire au-delà, parce qu'on se focalise sur 2050, mais on espère que la vie humaine se perdure un petit peu plus longtemps. Et dans ce contexte-là, il faut quand même un système qui soit résilient sur le long terme. Et donc, quel est le mix idéal? Il faut vraiment sortir de cette perspective extrêmement court terme et essayer de voir, oui, peut-être les États-Unis ont gagné là les 10 dernières années, mais est-ce qu'ils ont gagné sur le long terme? C'est extrêmement difficile à dire. Au final, on a toutes ces questions de la biodiversité, on en parle très peu parce qu'on se focalise sur les émissions de CO2 qui semblent en tout cas plus mesurables, par exemple, mais c'est un énorme problème aussi. Et c'est des choses dont il faut tenir compte, et notamment quand on parle de l'eau, on en parle de plus en plus, c'est bien, mais il faut en tenir compte pour le système électrique et énergétique aussi. Merci. On a encore le temps pour une question parce que Sciences Po nous chasse à 9 heures. Oui. Peut-être une question sur la rénovation énergétique des logements. Comment l'Allemagne s'y prend-elle pour réduire le reste à charge de particuliers qui restent trop importants en France et qui freinent les rénovations? Quelles sont les principales stratégies concernant l'efficacité énergétique en France, en Allemagne? Est-ce qu'il y a des différences notables? Qui veut répondre?
C'est pas un domaine, excusez-moi, où je suis vraiment expert. Je passerai vraiment très vite le micro aux autres. Par contre, ça c'est un point où je crois vraiment il faut invoquer des différences culturelles. Non, très sérieusement, en Allemagne, quand même, les gens avec lesquels je parle, le triple vitrage est maintenant le standard. J'habite moi-même en France, heureusement, depuis 20 ans dans un vitrage simple. Donc, je crois vraiment cette obsession de la efficacité énergétique, ça touche quelque chose dans la culture allemande. Je me souviens d'une définition de Madame Merkel, si elle pouvait définir l'Allemagne. Et elle disait de sa manière toujours un peu, comment dire, anticlimatique, bon, joli, et en plus des fenêtres où il n'y a pas de courant d'air. Donc, c'était vraiment, comment dire, un point essentiel. Je crois vraiment que ça joue beaucoup. Après, il y a certainement beaucoup de raisons beaucoup plus... Dans un bâtiment de Sciences Po qui est notoirement une passoire thermique, je ne sais pas comment donner tort à Jan Horst. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste de la rénovation thermique des bâtiments, mais d'abord, la France et l'Allemagne n'ont pas le même régime climatique. Hein. Quand à Berlin, il peut faire froid l'hiver, hein, donc, alors que sur la Côte d'Azur, il ne fait jamais très froid. Donc, il y a aussi plus de traditions à isoler. Je crois qu'il y a plus de bâtiments modernes aussi, parce que l'Allemagne a beaucoup reconstruit après la guerre pour des raisons, et donc des bâtiments qui sont plus faciles à isoler. Et puis les Allemands ont des capacités de financement qui sont supérieures à celles des Français. Donc la décarbonation, c'est du capital. Hein. Alors, soit on le met dans les moyens de production, soit on le met dans l'efficacité énergétique. Mais voilà. Muriel, deux mots de la fin. Je pense que les deux pays ont quand même une stratégie très similaire hein, sur la rénovation énergétique. Il n'y a pas vraiment d'autres solutions. On subventionne et donc on essaie d'initier les rénovations. Alors l'Allemagne a un peu modifié son soutien financier l'année passée. Et donc, du coup, il y a quand même des soutiens assez importants aujourd'hui qui permettent, en tout cas, pour tout ce qui est un peu thermique, il n'y a pas besoin que ce soit en fait global. Donc, il ne faut pas avoir un plan pour l'ensemble du bâtiment. Il suffit, on peut aussi faire des mesures uniques et être subventionné. Et donc, il y a eu quand même plus de 10 milliards d'euros aussi qui ont été ajoutés dans le pot, etc. Donc, il y a eu quand même pas mal d'argent qui a été mis là dernièrement, en tout cas avec le nouveau gouvernement, parce qu'il faut que ça avance de ce côté-là. Mais c'est clairement un secteur sur lequel la France comme l'Allemagne a des difficultés. Hein. Ça coûte extrêmement cher. Donc, il y a peut-être, c'est ce que disait Jan Horst, je suis assez d'accord, il y a une affinité, en fait, je pense, chez les Allemands sur tout ce qui est un peu de technologie qu'ils aiment bien. Donc, du coup, c'est aussi pour ça, en fait, que le solaire sur toiture, je pense que les particuliers s'y intéressent beaucoup en ce moment. Il y a beaucoup de retraités, je pense, qui se disent, ah, cool, je ne vais pas économiser de l'argent, mais je participe, moi, à mon échelle et je trouve ça cool d'avoir en fait du solaire sur mon toit. Donc, il y a peut-être une affinité comme ça qui permet de faciliter en tout cas certaines modifications et l'intérêt pour les pompes à chaleur, par exemple, est grandissant aussi en Allemagne, effectivement. Mais la difficulté est clairement là en France comme en Allemagne. Ouais. On a peut-être le temps pour une dernière question. En France, RTE renforce depuis cet hiver son discours sur les besoins de développer les flexibilités de consommation et réapprendre à placer la consommation au bon moment lorsque l'électricité est peu carbonée et abondante, en jugeant, ils vont nous chasser. Je vous demande de répondre de manière relativement concise. En termes d'habitude de consommation, vous en avez parlé un peu. De façon très concise. Moi, j'ai été très étonné qu'en France, on ait Linky et qu'on ne l'ait pas utilisé pendant la crise. Et les Allemands n'ont pas développé le compteur intelligent. Voilà. Le développement de la flexibilité de la demande est une des grandes success stories en France. Hein. Il faut le dire. Peut-être on peut finir là-dessus. RTE, depuis des années, s'est engagé là-dedans, industrie et ménage, et ça marche plutôt bien. Donc, ça c'est... Un très grand merci à vous, une très bonne soirée. On a
On a été très heureux de co-organiser cet événement, cette deuxième conférence sur l'Energie 22 avec le cercle franco-allemand. Et pour ce qui est du groupe Énergie, Infrastructure et Mobilité, on vous donne rendez-vous à la rentrée avec notre traditionnel speed meeting, je vais retrouver le bon mot, qui permet de faire rencontrer des professionnels et des étudiants qui sera annoncé sur les métiers de l'énergie, qui sera annoncé sur le site. Très bonne soirée à vous.